Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Nous sommes le lundi 10 juin, voici les titres de ce journal. Les grandes manœuvres ont commencé à gauche et à droite pour constituer des alliances. Le temps presse. Emmanuel Macron a dissous hier soir l'Assemblée après la victoire du RN. Les élections législatives ont lieu dans 3 semaines. Nous recevrons Raphaël Glucksmann qui a mené la liste socialiste aux européennes. La vague bleu marine ne concerne pas que la France. Le clan populiste se renforce au Parlement européen. Mais le PPE, la droite classique, arrive en tête et devrait renouveler l'alliance avec le centre et les socialistes. En France, les prix du gaz vont augmenter de 11,7% en moyenne le 1er juillet. Nous vous expliquerons pourquoi. Un nouveau braquage au cœur de Paris. La boutique Chanel de l'avenue Montaigne a été attaquée à la voiture bélier ce matin. Les voleurs sont en fuite. Et puis on commémorait aujourd'hui les 80 ans du massacre d'Oradour-sur-Glane. Nous irons derrière l'image explorer les souvenirs du seul enfant qui avait survécu. Le fait du jour, c'est le séisme de la dissolution de l'Assemblée annoncé hier par Emmanuel Macron après la nette victoire du Rassemblement national aux élections européennes. 31,4% pour Jordan Bardella contre 14,6% pour le parti présidentiel. Tout le monde s'est laissé surprendre par cette dissolution. Mais dès cet après-midi, à gauche comme à droite, on s'activait pour former des alliances. Jeff Wittenberg et Pierre Véraud. Tout est prêt pour les législatives ? C'est le jour d'après au Rassemblement national. Le siège du RN est en effervescence. Après la victoire d'hier, les préparatifs de la campagne éclair qui débute aujourd'hui. Sur un autre trottoir, dans un autre arrondissement parisien, la gauche s'organise elle aussi. Insoumis, écologistes, socialistes, ils tentent de faire renaître une union que l'on croyait enterrée. Mais avant les grandes manœuvres, il y a eu le choc. Il est un peu plus de 21h hier soir. De vous redonner le choix de notre avenir. Lorsque retentit le coup de tonnerre. Une dissolution que personne n'a vu venir, mais que certains autour du président évoquaient depuis déjà quelque temps. Parmi ses proches, 2 ministres, Stéphane Séjourné et Gérald Darmanin. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, et 2 conseillers, Jonathan Guémas et Bruno Roger Petit. Le Premier ministre, lui, n'a été mis au courant qu'hier, en fin d'après-midi. Cette option, raconte l'un des initiés, est sur la table depuis longtemps, mais la décision s'est cristallisée tardivement. On a regardé tous les scénarios et puis il y a eu le signal des urnes. Il rend indispensable le choix du retour au peuple. Aujourd'hui, publiquement, tout le monde se range à la stratégie présidentielle. Laisser faire comme si rien ne s'était passé. On l'aurait reproché au président. Il dit voilà, les Français sont éprimés, ça ne change rien. On continue comme avant. Et puis laisser la situation se déliter jusqu'à l'automne, arriver au budget, à des motions de censure, à un renversement éventuel du gouvernement. Emmanuel Macron, comme l'avait prévu son agenda, commémore aujourd'hui les 80 ans des massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane. Mais le présent est dans tous les esprits. Et une dame l'interpelle sur le scénario d'une arrivée au pouvoir du RN. J'espère de tout cœur que vous allez réussir cette inversion des choses. Pour eux, pour tous ceux qui sont là. Moi aussi, c'est pour ça. Il ne faut pas que ça passe. J'ai confiance dans le peuple français, il a cette capacité. Voilà, Quant aux électeurs, comme ces habitués du marché du Prado à Marseille, beaucoup observent, un peu médusés, ce qui vient de se passer. Je pense que c'est jouer avec le feu, vraiment, et tout ça à des fins personnelles. Je m'y attendais un petit peu quand même. Ouais, je crois qu'il a voulu avancer les choses, c'est pas plus mal. J'ai voté, bien sûr. Ah oui, on sera là pour voter, et on fera beaucoup pour voter alors. Hier, on votait déjà pour des élections européennes, mais elles sont déjà passées presque au second plan. C'est la première fois qu'un président dissout l'Assemblée après un mauvais résultat de ses troupes aux européennes. Les députés d'hier ne le sont plus aujourd'hui. Ils ont dû faire leur carton ce matin. Les textes de loi, les réformes qu'ils examinaient sont suspendus ou enterrés. Explication avec Christelle Méral et Sylvain Giaume. L'hémicycle vide, étonnamment silencieux. Il reste 4 semaines avant l'élection d'une nouvelle Assemblée. Alors, est-ce un calendrier tenable ? Les législatives sont fixées au dimanche 30 juin pour le premier tour et dimanche 7 juillet pour le second. Pour le premier tour, les candidatures doivent être déposées cette semaine, entre mercredi et dimanche prochain, et tout début juillet pour le second. Les partis ont donc très peu de temps pour trouver des candidats, respecter la parité et nouer des alliances. Ce sera une campagne éclair. Des projets de loi sont-ils à l'arrêt ? Oui, les textes qui étaient en discussion à l'Assemblée nationale passent même à la trappe,
comme celui sur la fin de vie. Tout ce que l'on a fait jusqu'à présent comme chemin parlementaire est anéanti. Et tous les débats qui ont eu lieu en commission spéciale et dans l'hémicycle n'existent plus. D'autres projets de loi déjà transmis au Sénat sont mis entre parenthèses. Sur l'orientation agricole, le logement ou la simplification de la vie économique. Le Sénat suspend d'ailleurs ses travaux en attendant la nouvelle Assemblée. Pendant ce temps, qui gouverne jusqu'aux élections? Bien. Le président et les ministres restent en place. Le gouvernement peut mener sa politique, mais le travail législatif est suspendu. Tout ce qui relève de l'exécutif, de l'administration, reste dans ses mains. En revanche, son rôle législatif, sa capacité à faire passer des projets de loi, tout ça est congelé pendant un mois. Terminé donc les questions au gouvernement, les débats et les votes. Mais le gouvernement peut légalement prendre des décrets, par exemple celui sur la réforme de l'assurance chômage. C'est aussi la première fois qu'une campagne législative sera aussi courte. 3 semaines avant le premier tour, 3 semaines pour constituer des alliances ou pas, choisir des candidats, arrêter des programmes, pas une minute à perdre. Les candidatures devront être déposées entre mercredi et dimanche. Odile Longueval et Marie-Pierre Cassignard. Au pas de course, le compte à rebours est lancé. Il faut être productif. La nuit était courte, 3 heures de sommeil. Alors là, quand c'est fermé, pas de sonnette, on n'y va pas. Il y a moins de 24 heures, Paul Midy était encore député pour la majorité présidentielle dans l'Essonne. Monsieur le député, ah non, vous l'êtes plus là. Depuis hier soir, je suis plus député. Je suis candidat à ma réélection. Vous êtes le candidat. Un candidat en campagne express. 3 semaines pour convaincre les électeurs. Le sujet, c'est la bataille des idées. C'est quel est le meilleur projet pour faire gagner la France et quelles sont les meilleures personnes pour gouverner ce pays. Bonjour monsieur. Et pour ne pas perdre de temps, il a opté pour le porte-à-porte dès ce matin. Bonne journée, au revoir. Au même moment, près de Bordeaux, ces élus et militants écologistes tentent eux aussi de convaincre ceux qui peuvent l'être. Pas le temps de répondre au téléphone. Ils contactent par courrier chacune des personnes inscrites sur les listes et qui n'ont pas voté hier. Il y a beaucoup de gens qui vont être en vacances, donc il faut proposer aux gens des procurations pour essayer de pouvoir avoir un maximum de votants pour la gauche et les écologistes. Ici, comme dans ces locaux du Parti socialiste près de Lyon, chaque minute compte désormais. Même pas eu le temps de ranger les tracts des élections européennes. Action, réaction. Il faut déjà recommencer, tout est à refaire, des professions de foi au choix des candidats. La réalité, c'est que ça va être compliqué, que ça va être une campagne essentiellement médiatique, qu'il va falloir qu'on fasse comprendre aux gens autour de nous que il y a péril dans la demeure. On a voulu réveiller l'Europe, là il va falloir réveiller le pays et se dire que face au Front National, on n'a plus le choix. Une campagne rapide et intense pour chacun des partis, mais peut-être plus sereine pour le Rassemblement national. Dans les rues de sa circonscription, le candidat Laurent Jacobelli marche déjà en vainqueur. Vous allez me soutenir? Ah on continue, nous, on a toujours été Front National, c'est pas une honte. Après les scores de l'extrême droite hier, plus que jamais, il est confiant. La forme. Les résultats sont encourageants, même dans des bastions de gauche, on arrive et on a même parfois la majorité au premier tour. Dans l'Hexagone, a commencé une course contre la montre déterminante pour notre pays. Le président a donc tiré les enseignements des élections européennes et du raz-de-marée du RN qui a atteint 31,4% des voix. On regarde les autres scores, 14,6% pour la candidate du parti présidentiel, Valérie Hayé, 13,8% pour la liste socialiste de Raphaël Glucksmann. Manon Aubry, la France insoumise est juste sous les 10%, à 9,9%. Et le LR, François-Xavier Bellamy, à 7,2%. L'écologiste Marie Toussaint et la candidate Reconquête Marion Maréchal sont à 5,5%. Notez que l'abstention était de 48,5%. Le RN, qui avait réclamé la dissolution, s'est dit prêt dès hier soir à gouverner demain, seul ou avec des alliés. Jordan Bardella et Marine Le Pen, qui ont rencontré l'eurodéputé Reconquête Marion Maréchal, posent leurs conditions. Caroline Motte et Frédéric Serrulli. Dans la cour de cet hôtel niçois, ces militants du Rassemblement national ne réalisent pas encore. Incroyable, incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se passer en 2 ans. Ici, dans les Alpes-Maritimes, la liste de Jordan Bardella a recueilli près de 38% des voix. Alors ils veulent croire à une nouvelle victoire dans les urnes.
Les Français se sont exprimés, les Français se sont levés et il faut qu'ils continuent à se lever. On poussera Emmanuel Macron à la cohabitation. On poussera Emmanuel Macron à désigner Jordan Bardella comme Premier ministre. D'ailleurs, le Rassemblement national n'a pas attendu pour diffuser cette image. Et devant le siège du parti, les cadres défilent et prétendent que tout est prêt. On avait prévu le plan Matignon, ça fait 6 mois qu'on y travaille, donc nous avions prévu qu'il y aurait des législatives anticipées, on ne savait pas encore quand. C'est donc l'heure des tractations. La tête de liste Reconquête, Marion Maréchal, s'est entretenue avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Est-ce que c'est l'heure de la réconciliation avec votre tante? Pas d'accord acté à la sortie, mais l'envie de rassembler de l'extrême droite à la droite. Rien n'a été acté. Pour l'instant, ce sont des discussions. J'ai eu également un certain nombre de discussions avec des cadres des Républicains, à qui je souhaite aussi tendre la main. J'ai le souhait ardent que nous puissions trouver le moyen de nous rassembler. Cette alliance se fera-t-elle? Pour ce spécialiste, le RN a désormais toutes les cartes en main. Le RN est prêt d'abord parce qu'il y a un effort de formation qui a été entrepris, et ensuite parce que c'est moins stigmatisant de se déclarer électeur ou militant du Rassemblement national aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Comme hier soir, les cadres du parti ont prévu de plancher toute la nuit. Ils veulent être présents dans toutes les circonscriptions. Et on va regarder de plus près le vote RN avec vous, Guillaume Darey, bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie. D'abord, on peut dire que le RN arrive en tête quasiment partout. Oui Anne-Sophie, et il y a une carte qui résume absolument tout. Regardez la carte en faveur du Rassemblement national hier, carte réalisée par nos confrères de France Info. Plus le bleu est foncé, plus le vote et le score du Rassemblement national est important. Plus de 30% dans beaucoup d'endroits, dans 93% des communes de France, la liste de Jordan Bardella est arrivée en tête. Alors pour comparer, Anne-Sophie, c'est toujours bien de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Regardez désormais à gauche la carte du vote pour ce qui était le Front National lors des Européennes de 2004. À droite, la carte d'hier. Le contraste est absolument saisissant. Et ça montre bien qu'en 20 ans, le Rassemblement national a réussi à s'implanter un peu partout en France. Quel est le profil des nouveaux électeurs du RN? Alors, il y a 3 éléments que je vais vous montrer qui indiquent bien qu'en 2 ans seulement, le RN a réussi à conquérir de nouveaux électeurs. Les cadres, par exemple, 11%, avaient choisi un candidat du RN lors des législatives, lors du premier tour en 2022. Ils sont 20% à avoir voté pour la liste de Jordan Bardella hier, selon notre partenaire Ipsos. Autre élément, regardez les 25-34 ans. 18% pour un candidat du RN en 2022, 30% hier pour le Rassemblement national. Et puis on va s'intéresser désormais aussi aux 70 ans et plus. 12% seulement avaient glissé un bulletin pour le RN lors du premier tour en 2022. 25% hier. Le RN va bien sûr essayer de conserver ses électeurs pour aller conquérir une majorité dans quelques semaines. Merci Guillaume. Aucune région, vous le montriez, n'a été épargnée par la vague RN, pas même la Bretagne qui lui a longtemps résisté. Comment les Bretons ont-ils été séduits par le vote Bardella? Reportage dans une ville qui votait Renaissance jusque-là, Paimpol dans les Côtes-d'Armor. Thomas Paga et Mathieu Baudouin. La Bretagne semblait inaccessible au Rassemblement national. Hier, le parti est arrivé en tête dans toute la région. À Paimpol, il recueille près de 24% des voix, 5 points de plus qu'en 2019. Cette mère de famille fait partie des nouveaux électeurs de Jordan Bardella. Pourtant, elle avait voté Jean-Luc Mélenchon à la dernière élection présidentielle. C'est lui, c'est la personne aussi. Voilà. C'est pas Marine, c'est pas son père. Comme moi, je suis pas raciste. C'est plus lui, il est jeune, il parle bien. À Paimpol, le parti Renaissance, vainqueur en 2019, n'est arrivé que 3e. La gauche, 2e. Cette enseignante est consternée par les résultats. Jusque-là, j'étais fière d'être bretonne avant tout. Là, quand je vois ça, je trouve même pas mes racines. Je trouve pas l'idée de la Bretagne, le côté cohésion. J'ai l'impression qu'on a tout perdu. Franck Bourgognon va quitter Paimpol. Son contrat d'apprenti en poissonnerie s'arrête. Son père venu l'aider attend la victoire du RN depuis 10 ans. Il s'inquiète pour l'avenir de son fils, dans une région où les prix immobiliers ont flambé. En général, les loyers ils tournent entre 5 et 600 euros par mois. Les jeunes ici ne peuvent plus s'installer, surtout en bord de mer, que ce soit Paimpol ou la côte du Morbihan. Ils ne peuvent plus acheter les maisons, c'est 500 000 euros. Pour ces apprentis marins, c'est l'utilisation des réseaux sociaux par Jordan Bardella qui a fait la différence. Surtout TikTok, on a énormément vu Bardella, le seul qui s'est entre guillemets mis en avant dessus, quoi. Mais ils ont aussi adhéré à ses propositions, notamment sur les prix du carburant. J'ai 18 ans, je vais arriver avec ma voiture au bout d'un moment. Le gasoil, ça commence à coûter cher. Si on m'enlève des taxes dessus, je vais pas m'en plaindre.
Dans une région frappée par les crises de la pêche et de l'agriculture, les électeurs RN que nous avons rencontrés comptent confirmer leur choix lors des prochaines élections législatives. Et nous retrouvons Brice Teinturier, directeur général délégué de notre partenaire Ipsos. Bonsoir Brice. Bonsoir Anne-Sophie. Ce score élevé du RN, est-ce qu'on ne va pas le retrouver automatiquement dans les élections législatives, 3 semaines seulement après le scrutin européen ? Non, pas mécaniquement, parce que c'est pas du tout le même type de vote. Il y a un premier tour, un second tour, l'idée d'un vote utile ou pas. Il y aura une dramatisation aussi des enjeux. Donc on ne peut pas transposer les européennes, scrutin proportionnaliste à un tour, sur les législatives. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que le RN est véritablement en dynamique et que le chef de l'État a dissous l'Assemblée nationale au moment où il a le pire score depuis qu'il n'a jamais été élu, depuis 2017. Donc pour le coup, il y a une dynamique RN qui me paraît assez fondée, assez forte. Merci beaucoup Brice. Dès hier soir sur notre plateau, les candidats de gauche s'accordaient sur la nécessité de s'unir pour ces législatives. Ils s'étaient présentés en ordre dispersé aux élections européennes. Hier soir, François Ruffin de LFI appelait à un front populaire. Une réunion avec toutes les composantes de l'ancienne NUPES avait lieu cet après-midi. Alexandre Peyrou, Béatrice Gelot et Élodie Delevoye. Moins de 24 heures après l'annonce de la dissolution, l'heure des retrouvailles à gauche. Les Insoumis arrivent au siège des écologistes pour tenter de conclure un accord avec les autres partis de gauche. Notre responsabilité, c'est de trouver le chemin de l'union, du rassemblement, pour être en mesure de pouvoir disputer le pouvoir, tout simplement. Il y a une flamme de l'espoir à rallumer dans ce pays, c'est ça qu'on va s'atteler à faire toute la nuit s'il le faut. Vous venez ? Les communistes sont déjà à l'intérieur. Les socialistes arriveront quelques instants plus tard. Tous sont venus, mais des divergences demeurent sur le programme commun proposé ce matin par LFI. Le retour à la retraite à 60 ans, l'abandon du projet d'autoroute à 69 ou encore des sanctions contre Israël. Autre dilemme, certains au PS ne veulent plus des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon avec qui les relations sont tendues. Mais pour ces socialistes toulousains, pas le temps de tergiverser. C'est pas tant une question de NUP ou pas de NUP ou de LFI ou de pas LFI. Je pense qu'on n'a pas le choix, qu'aujourd'hui, personne, aucun parti ne peut se revendiquer pouvoir gagner seul. Après, il faut que tous ceux qui parlent de gauche irréconciliable se changent d'avis et qu'on travaille tous ensemble. À Villeurbanne, ces militants insoumis ont, eux, déjà ressorti les affiches de la NUP de 2022. Pour eux aussi, il faut maintenant faire table rase des dissensions de ces dernières semaines. Même s'il y a eu des échanges houleux ou des mots, des lettres, des choses entre les différents partis, que ce soit d'un côté comme de l'autre, voilà, ça ne doit pas nous empêcher de faire l'union. On doit faire corps ensemble, parce qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à s'unir, c'est l'extrême droite qui va passer, et là, ça va être le désordre total dans ce pays. Les discussions au siège des écologistes sont toujours en cours et pourraient durer une bonne partie de la nuit. Et nous recevons le candidat qui a mené la liste Place Publique PS aux européennes, qui a réuni 13,8% des voix. Raphaël Glucksmann, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir cette réunion entre représentants de l'ancienne NUPES pour lancer une nouvelle alliance, un front populaire. Est-ce que vous en serez ? Alors, je vous répondrai, mais avant toute chose, j'aimerais souligner la gravité du moment que nous vivons. Le président de la République a joué avec le feu. Il joue avec les institutions comme un adolescent. Et le résultat, c'est que dans 3 semaines, on peut avoir une France contrôlée par Jordan Bardella, par Marine Le Pen, par Marion Maréchal. On peut avoir l'extrême droite poutiniste au pouvoir dans notre pays. Et que face à cela, il faut impérativement être au niveau du défi historique face auquel nous nous trouvons. Et donc s'unir. Et donc d'abord, moi je le dis en tant que tête de liste qui a été nettement en tête à gauche. Eh bien, il faut un cap clair. On ne va pas refaire la NUPES, là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche. Donc voilà les conditions. Elles doivent être remplies. D'abord, un soutien indéfectible à la construction européenne. Ensuite, un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne, car l'avenir du continent ukrainien se joue en Ukraine en ce moment. Un rejet, une abrogation de la réforme des retraites, de la réforme de l'assurance chômage et de la loi immigration. Une accélération de la transition écologique et, enfin, un rejet de la brutalisation de la vie politique. Des insultes, des fake news, des calomnies. Et si ces conditions ne sont pas remplies, on ne fait pas ça. Est-ce que cela exclut la France insoumise ? Eh bien, ce que cela pose, c'est simplement qu'il y a des conditions.
qu'il y a des conditions, que moi je suis le garant d'un cap. Je l'ai promis aux 3 500 000 électrices et électeurs qui sont portés sur notre liste. Et comment ce ces cap conditions ne changera pas. Comment ces conditions sont reçues par la France insoumise alors? Eh bien, nous verrons. Mais la vérité, c'est que ces conditions, je n'en changerai pas. Je me suis engagé en politique pour des convictions. Je ne dévierai pas. Notre mission maintenant, c'est de faire en sorte que le Rassemblement national perde. Pourquoi il doit perdre? Parce qu'une France contrôlée par le Rassemblement national, c'est l'érosion de la démocratie, c'est l'érosion de l'état de droit, c'est le détricotage de l'Union européenne, c'est en pleine guerre en Europe le choix de soutenir Poutine et non plus l'Ukraine. Mais justement, si vous estimez que l'heure est si grave, est-ce que vous ne prenez pas un risque de division de la gauche en posant des conditions qui ont l'air, malgré tout, de vouloir exclure LFI? Il faut un cap clair. Si vous voulez vaincre le Front National, le Rassemblement National, vous avez besoin d'un cap clair. Et je ne ferai pas de politique sans cap clair. Je vais prendre mon bâton de pèlerin et je vais aller soutenir tous les candidats qui seront face à des candidats du Rassemblement national et tous les candidats qui auront adhéré à ces 5 points, qui sont des 5 points basiques de respect de la démocratie. Si on lutte contre le Rassemblement national, c'est précisément pour respecter la démocratie. Vous ne vous contentez plus de l'Europe? Vous vous occupez des affaires nationales? Mais je ne peux pas prendre le Thalys quand il y a la menace du Rassemblement national qui pèse sur nous. Donc, il y a une urgence absolue. Mais je ne fais pas ça pour être Premier ministre. Vous ne serez pas Premier... Justement, c'était la question suivante. Est-ce que vous pourriez être Premier ministre en cas de victoire de la gauche? Je ne fais pas ça pour être Premier ministre. Par contre, moi, je pense que les accords d'appareil ne suffiront pas, que les politiques ont largement échoué. Et donc, j'ai une idée, si vous voulez. Et je vous la donne à vous. J'ai l'impression que ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Ah, ce sera clairement pas Jean-Luc Mélenchon. Je vous le dis tout de suite. Ce sera qui? Et donc, moi, je pense qu'il y a une figure de la société civile qui est capable d'apaiser, qui est l'antithèse du président actuel, qui ne jouera pas avec les institutions, qui réconciliera les Français, qui portera un projet de justice sociale et d'écologie. Et moi, je pense à Laurent Berger. Moi, je pense que Laurent Berger, qui a incarné la lutte contre la réforme des retraites, qui a été d'une responsabilité aussi grande qui est grande l'irresponsabilité de notre président actuel, eh bien, Laurent Berger serait la personne idoine, parce qu'en plus, il montrera que l'on peut résister au Rassemblement national en incarnant la volonté populaire, parce qu'il connaît le monde du travail, parce qu'il incarne les travailleurs. Donc, j'espère que ça se passera comme ça. Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann, d'être venu sur notre plateau. À droite, la consigne du parti présidentiel jette le trouble. Renaissance a proposé d'offrir l'investiture aux députés sortants issus du champ républicain. Renaissance soutiendrait des élus LR. On retrouve Thierry Curtet au siège des Républicains. Thierry, ce soir, des cadres du parti se sont réunis autour d'Éric Ciotti. Est-ce qu'ils pourraient accepter l'offre présidentielle ? Effectivement, les députés Les Républicains sont particulièrement courtisés pour composer une future majorité. Il y a eu, vous l'avez dit, la main tendue de Renaissance et puis ces mots, il y a quelques instants sur notre antenne, de Jordan Bardella qui affirme effectivement être en contact avec des députés Les Républicains. Alors pour l'instant, du côté de LR, on ne veut d'aucune alliance pure et simple, mais certains évoquent l'idée d'une sorte de pacte de non-agression réciproque avec la majorité présidentielle. Et dans ce cas, LR ne présenterait pas de candidat face à des députés ou des élus macronistes sortants. Cette option-là, pour l'instant, n'est pas validée. Ténor LR nous confiait que chacun allait tenter de sauver sa peau et ce qui allait le plus compter dans les semaines qui allaient venir, c'était l'instinct de survie et non les consignes du parti. Merci Thierry. La droite républicaine, c'est elle qui a remporté les élections à l'échelle de l'Europe. Le PPE, le grand parti conservateur, gagnerait 10 nouveaux eurodéputés. Le parti centriste, auquel appartenaient les macronistes, perdrait 23 eurodéputés. Et puis la vague populiste ne touche pas seulement la France, comme nous l'expliquent nos correspondants à Bruxelles, Valérie Astruc et Arnaud Aubert. La victoire pour 3 leaders nationalistes. La post-fasciste italienne Giorgia Meloni, le patron du RN et l'extrême droite autrichienne, tous arrivés en tête dans leur pays. C'est une force et un enthousiasme qu'on va utiliser assurément et transformer en carburant. Les partis d'extrême droite totaliseraient au moins 176 sièges, soit un quart de l'hémicycle. Jusque-là, ils n'atteignaient pas les 20%. Une poussée, même si elle est moins forte qu'en France. Devant le Parlement, l'hymne de l'Europe. À l'appel d'une ONG, des citoyens dénoncent cette vague populiste.
notre situation est catastrophique. Ils sont tous d'extrême droite, mais ce n'est pas des partis unis, donc ils vont se chamailler, ils vont s'entretuer. En effet, ces droites radicales ne sont pas unies. De quoi rassurer l'autre grand vainqueur, la droite du PPE, premier parti au Parlement. Sa tête de liste, Ursula von der Leyen, espère se maintenir présidente de la Commission et lance une promesse. On va construire un rempart contre les extrêmes, de gauche comme de droite. On va les stopper, c'est sûr. L'actuelle coalition composée de la droite, des socialistes et des libéraux devrait donc être reconduite, 400 sièges, une majorité fragile qui sera forcément sous pression des forces nationalistes. Enfin, le couple franco-allemand perd des plumes. Revers électoral des deux dirigeants dans leur pays, difficile dans ces conditions de peser sur les grands dossiers européens. Et le regard de nos voisins européens sur la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée est sévère. Dans la presse italienne, belge, allemande, on dénonce un calcul dangereux. Tour d'horizon avec Stéphanie Pérez et nos bureaux à l'étranger. Aux États-Unis, en Europe, en Russie, les mêmes superlatifs pour qualifier la décision surprise d'Emmanuel Macron. Un énorme pari politique. Dissoudre l'Assemblée nationale, ce n'est pas rien. C'est un séisme politique en France. Pour le Times en Grande-Bretagne, un suicide politique. Un pari fou pour la libre Belgique. Une profonde période d'incertitude pour le New York Times. Mais que fabrique Macron? L'allemand Spiegel s'interroge, comme certains Berlinois ce matin. Je suis choqué et je ne peux qu'espérer qu'en France, les nouvelles élections ne vont pas nous amener à renforcer encore l'extrême droite. Le score élevé de l'extrême droite en France, c'est ce qui interpelle les commentateurs politiques britanniques et certains londoniens. Ma mère m'avait dit que je revivrais les années 30 et elle avait raison. Le fascisme est de retour. En Italie, où le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni, déjà au pouvoir, conforte sa position, ces Romains sont partagés sur les conseils à donner aux électeurs français. Il faut voter Le Pen, parce qu'un gouvernement de droite est certainement meilleur que la gauche. Ils sont tous nuls. Mieux vaut voter pour le pire que vous connaissez déjà plutôt que pour le nouveau que vous ne connaissez pas. Aux États-Unis, les Américains s'attardent sur Jordan Bardella, potentiel Premier ministre qualifié de télégénique. À Moscou, on insiste sur le très bon score du parti de Marine Le Pen. Pour les Russes, un vote sanction contre Emmanuel Macron à cause de son soutien affiché à l'Ukraine. Bonsoir Nathalie Saint-Cricq. Bonsoir Anne-Sophie. On a vu que tous nos voisins n'avaient pas forcément très bien compris les raisons de la dissolution. Est-ce que vous pouvez leur expliquer et nous expliquer quel est le plan d'Emmanuel Macron? Je vais m'y atteler. Alors le plan, c'est avoir une nouvelle, une vraie majorité, même si elle est très composite, faite de LR dégoûté, faite de centre-gauche qui ne trouveraient pas leur compte dans le Parti socialiste, et puis ce qu'on appelle le champ républicain, mais qui n'a pas des contours très nets. Bref, le grand rêve d'Emmanuel Macron, rêve raté pour l'instant, c'est de faire un gros centre de coalition qui rejette les deux extrêmes. Alors ça, c'est en rêve, c'est parce que sur le papier, c'est possible, mais pourquoi pas en vérité? Alors, pour que ça marche, il faudrait vraiment qu'il y ait un programme commun. Or, je ne vois pas pourquoi maintenant ça marchera, que ça n'a pas marché. Lui joue sur le temps en se disant en 3 semaines, la NUPS a éclaté déjà, elle va rééclater, d'ailleurs on n'en est pas très loin. Et que deuxièmement, du côté des LR, il n'y a pas de chef, on ne sait pas où on va. Et enfin, que du côté du Rassemblement national, on n'est pas prêt et qu'on n'a pas probablement des candidats partout. En gros, ça s'appelle optimiser sous contrainte, c'est du moins ce qu'espère faire Emmanuel Macron. Je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, on a compris que c'est un pari risqué. C'est un pari risqué parce qu'on ne voit pas pourquoi, aujourd'hui ou dans 3 semaines, les Français feraient le contraire de ce qu'ils ont fait hier. On se dit également, si le RN l'emporte, eh bien Emmanuel Macron sera confronté à une cohabitation. On nous a déjà dit que ça serait Jordan Bardella. Alors certains à l'Élysée se remontent le moral en disant si on essaye Jordan Bardella comme Premier ministre, les gens seront dégoûtés. Après, pour 2027, ils ne voudront pas de Marine Le Pen. Enfin, c'est quelque chose de relativement risqué. Et enfin, 3e pari qui, lui, est peut-être le plus risqué, c'est qu'on se retrouve avec une assemblée absolument ingouvernable, au mieux comme maintenant, au pire, aucun texte ne peut passer, c'est une forme de paralysie, c'est le bazar puissance X, et là, les gens demanderont des comptes à Emmanuel Macron, on risque d'être totalement bloqué. Alors vous savez, Danton disait de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, là on n'est plus dans l'audace, on est dans la témérité du côté d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Nathalie.
Le pouvoir d'achat aura été la première motivation de ceux qui ont voté aux européennes. Eh bien, mauvaise nouvelle, le prix du gaz va augmenter de 11,7% en moyenne en juillet. C'est lié au rebond des cours du gaz, mais c'est aussi lié à une hausse des tarifs des réseaux de distribution. Explication Chloé Tixier et Jean Desrousseaux. Payer plus cher pour faire la cuisine ou se chauffer, le prix de référence du gaz va augmenter de 11,7% en moyenne le mois prochain. Yvonne Poitvin, retraitée, ne comprend pas cette deuxième hausse depuis le début de l'année. C'est énorme, 12%. Ça va peser très lourd dans les charges des particuliers, en fait. Cet artiste peintre compte se serrer un peu la ceinture. Oui, c'est une augmentation conséquente pour moi. Donc, je vais moins me chauffer, je vais plus mieux me couvrir. Cette augmentation du prix du gaz fera grimper le tarif du mégawattheure à près de 130 € en moyenne en juillet. Un niveau qui reste toutefois inférieur à celui du mois de janvier. Si les prix augmentent, ce n'est pas à cause d'une flambée sur les marchés. Pour comprendre, il faut se pencher sur le détail d'une facture de gaz. Elle comprend le prix de la matière première, les différentes taxes et l'acheminement sur le réseau. C'est cette partie en vert qui va augmenter. Les efforts de sobriété, en fait, ont réduit la consommation de gaz en France. Et donc ça implique paradoxalement que les coûts du réseau, qui sont un peu des coûts fixes, ils sont répercutés sur une consommation plus petite. Donc ça fait augmenter ce tarif d'acheminement. Certains fournisseurs d'énergie ont déjà informé leurs clients. Ils devraient répercuter cette hausse sur leurs offres indexées sur les prix du marché. Les offres à prix fixe ne devraient pas être concernées. Ce nouveau braquage d'une boutique de luxe au cœur de Paris. 4 hommes à bord d'une voiture bélier ont fracturé la vitrine d'un magasin Chanel de l'avenue Montaigne tôt ce matin. Ils ont dérobé des marchandises, ont mis le feu à la voiture bélier et ont pris la fuite dans un autre véhicule. Nathalie Pérez et Émy Stervinou. Une voiture en flammes au pied de la boutique Chanel. Dans la prestigieuse avenue Montaigne, le jour se lève à peine. Un riverain filme la scène. Des malfaiteurs viennent tout juste d'incendier leur véhicule après l'avoir lancé contre la grille de la boutique. Un casse à la voiture bélier qui n'aura duré que 3 minutes avant que les casseurs ne prennent la fuite à bord d'un autre véhicule. Une scène à peine croyable sous les regards stupéfaits des passants. C'est quand même impressionnant, surtout voir la voiture brûler, les flammes qui sortaient de la voiture, entendre les pneus éclater ou quoi, on se dit il y a peut-être de l'explosif dedans, on se pose plein de questions. Le véhicule du commando chargé de vêtements de luxe et de maroquinerie prend la fuite à contresens dans l'avenue Montaigne. Tout feu éteint, à vive allure. Ils rejoignent les Champs-Élysées. Prévenus par radio, un équipage de police les prend en chasse avant de perdre leurs traces à la sortie de Paris. La puissance de la voiture et les risques qu'ils ont pris leur a permis de s'échapper. C'est une équipe qui est une équipe de professionnels qui avait repéré les lieux, la façon de travailler, la façon de s'échapper. Donc on a affaire à des gens qui étaient au-delà de déterminés, qui avaient prévu leur coup. Le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête pour vol en bande organisée, précise que le montant du butin est en cours d'évaluation. Dans cette même rue, en mai dernier déjà, un braquage éclair avait eu lieu dans cette bijouterie avec le même mode opératoire. Un butin de plus de 6 millions d'euros et des braqueurs, aujourd'hui toujours recherchés. De violents orages ont éclaté hier en Haute-Savoie, département qui était placé en vigilance jaune. Une canalisation a cédé et une coulée de boue a envahi les voies de l'autoroute A40 sur une 50aine de mètres au niveau de la commune de Collonges-sous-Salève. La circulation a dû être fermée en direction de Chamonix. Arnaud Boutet. Dans cette rue transformée en torrent, les automobilistes, surpris par la violence des flots, ne peuvent pas faire 1 mètre de plus. Putain, les poteaux, les poubelles! Il est 18h à Collonges-sous-Salève. L'eau monte alors si vite qu'elle surprend les habitants. Comme ce motard, casque sur la tête, dévalant la rue principale, avant de retrouver la terre ferme, plus de peur que de mal. Le long de la route, des enfants s'amusent, mais à quelques centaines de mètres, sur l'autoroute A40, le long de la frontière suisse, les automobilistes commencent à s'inquiéter. Là, ça commence à devenir critique. On va même fermer l'autoroute des fois, là. On ne passe plus. Une coulée de boue vient d'envahir la voie rapide. Les automobilistes piégés constatent les dégâts. Certains tentent même de déblayer à la main en vain. C'est l'autoroute, on a une masse.
Des centaines de véhicules vont rester bloqués jusqu'à 21h30 et l'arrivée des pelleteuses. En Haute-Savoie, plusieurs centaines de foyers demeurent privés d'électricité. Les dégâts sont importants. C'est passé par-dessus les fenêtres qu'on voit ici. Ça a rempli les caves, ça a cassé les portes tellement il y avait de la pression. Les pompiers ont effectué plus de 200 interventions. Malgré ces conditions exceptionnelles, aucune victime n'est à déplorer. Le procès de la mort de Steve Canisso, retrouvé noyé dans la Loire à Nantes lors de la fête de la musique en 2019, s'est ouvert aujourd'hui à Rennes. Dans le box des accusés, le commissaire qui a ordonné l'intervention policière qui aurait conduit à la chute mortelle du jeune homme. Il est mis en examen pour homicide involontaire. On commémorait aujourd'hui les 80 ans du massacre d'Oradour-sur-Glane. Le 10 juin 1944, 7 habitants parvinrent à échapper à la furie des Waffen-SS. Parmi eux, un enfant de 8 ans, Roger Godefrein, aujourd'hui disparu. Vous le découvrez sur cette photo. Il y a quelques années, il avait raconté sa fuite et le traumatisme d'avoir perdu ses proches. Anne Guéry et Justine Veil nous emmènent derrière l'image. Un petit garçon en culotte courte, solennel, figé, 8 ans seulement, au milieu de son village en ruine. Le seul et unique enfant rescapé du massacre d'Oradour-sur-Glane. Derrière l'image, la lutte pour survivre de Roger Godefrein. Oradour-sur-Glane. Le 10 juin 1944, à 2h de l'après-midi, une colonne de SS pénètre dans le bourg. Ils ont rassemblé toute la population sur cette place. D'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes et les enfants. Les hommes, on les a emmenés dans des granges et abattus. Et puis on a mis le feu à leurs cadavres. Les femmes et les enfants, on les a rassemblés dans l'église et on les y a mitraillés et brûlés vifs. Du village, il ne reste rien. Rien que des ruines et 643 corps suppliciés, dont 205 enfants, des bébés, des écoliers assassinés. 7 seulement ont survécu au crime. De tous les enfants, celui-ci seul est sorti vivant. Roger Godefrein, vivant, oui, mais toujours hanté par la tragédie, 48 ans plus tard. Ce massacre, ces flammes, on ne peut pas oublier ça. Je revois intégralement ce qui s'est passé. J'y pense tous les jours. Et tous les jours, il se revoit le 10 juin, insouciant, rieur, sur le chemin de l'école, jusqu'à ce que les SS surgissent dans les salles de classe pour regrouper tous les écoliers. Le SS rentre et demande aux enseignants de faire sortir leurs élèves et de rejoindre le champ de foire. À ce moment-là, c'est là où Roger pense à cet épisode où ses parents lui avaient dit si tu vois des Allemands, il faut fuir, on se rejoindra toutes dans le bois derrière le cimetière. Alors le petit Roger se sauve par l'escalier de derrière. Il court, voit un homme être fusillé. Il court encore vers la Glane, la rivière, la peur au ventre. Il trouve un petit compagnon, aussi affolé que lui. C'était un chien. Ouais. Alors je l'ai appelé Bobby, comme ça. Et les Allemands me tiraient dessus. J'ai sauté dans la Glane, je me suis retrouvé donc sur l'autre rive, et j'ai entendu une rafale de mitraillettes, et puis plus rien. Alors j'ai levé la tête, et puis là j'ai vu une boule noir et blanc, c'était mon Bobby. Ils avaient tué. Et puis alors, je suis tombé dans le coma. Et c'est un cantonnier qui m'a récupéré. Le lendemain, Roger Godefrein apprend que sa mère, son père, Georgette et Arthur sont morts. Ses 4 sœurs et frères aussi. Il n'a pas encore 8 ans et il est seul au monde. Après-guerre, le petit garçon a été décoré de la Croix de Lorraine, tel un héros, même s'il n'aimait guère qu'on dise cela de lui. Il était juste un enfant triste, poursuivi toute sa vie
par des cauchemars. Je vois mon père qui monte les escaliers de la boulangerie Thomas, avec une botte de paille sur le dos. Et je me dis, bah tiens, tout le monde n'est pas mort, et encore mon papa qui est là. Alors je cours vers lui, et lorsque j'arrive près de l'escalier, la botte de paille s'enflamme, et puis mon père est brûlé en dessous. Mais Roger Godefroy a tout fait pour être heureux. À 20 ans, il s'est marié avec Marie-Agnès. Il a eu 2 enfants. Ma mère, mon papa, ma petite sœur Florence et moi. Sa fille, Claudine Conrart, est toujours restée fidèle à l'histoire de son père, au point de respecter cette demande si particulière qu'il a formulée avant de mourir, à l'âge de 65 ans. Il a voulu qu'on mette ses cendres dans l'église en ruine d'Oradour, ce qu'on n'avait pas le droit de faire, et qu'on a fait quand même, parce que c'était ses dernières volontés. Donc du coup, il a dit, je veux être là où je devrais être depuis 1944. Comme si, au fond de lui, Roger Godefroy était toujours ce petit garçon de 8 ans que les nazis avaient destiné à la mort un 10 juin 1944, avec ses copains assassinés, dans l'église d'Oradour-sur-Glane. Et si vous voulez tout savoir sur les sources de nos reportages, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal Météo Climat. À 21h10, les 2 derniers épisodes de la série Les Gouttes de Dieu. Vous retrouverez Alexandra Usan au Canal 27 dans le 23h Info. Demain, 6h30, Télématin avec Thomas Soto et Émilie Tranen-Guillen. À 13h, Julien Bugier. Bonne soirée, à demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.